Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Vous êtes avec Sébastien Gobert et nous commençons par passer en revue quelques événements marquants liés à l'Ukraine la semaine dernière. Six marins ukrainiens ont été libérés des mains de pirates nigérians après 15 jours en captivité. Un rappel que les Ukrainiens forment l'un des plus gros contingents des équipages de flotte commerciale à travers le monde, et aussi que certaines mers sont loin d'être sûres. Dans sa première session de la rentrée de janvier, la Verkhovna Rada a voté pour une réforme très attendue du SBU, les services de sécurité, et aussi pour instituer la possibilité de référenda aux résultats contraignants. Par contre, les parlementaires ne se sont pas accordés sur le poste de ministre de l'énergie qui reste vacant. La saga Motor Sich continue, avec les agents du SBU, encore lui, qui ont bloqué une réunion d'investisseurs et propriétaires de la firme d'aéronautique. Rappelons que ces investisseurs sont chinois et qu'ils demandent plus de 3,5 milliards de dollars de compensation à l'État ukrainien. Celui-ci bloque la reprise de l'entreprise depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité nationale. Sur le front de la pandémie de coronavirus, le gouvernement promet les premières doses de vaccins d'ici à février et la vaccination d'un tiers de la population ukrainienne d'ici à la fin de l'année. Affaire à suivre donc. Et je rejoins maintenant mon invité, Olivier Bouillet. Bonjour Olivier. Bonjour Sébastien, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Olivier, tu es le directeur d'Agritel en Ukraine. Agritel, c'est un cabinet de conseil, leader de l'analyse des marchés des matières premières dans le secteur agricole et agro-industriel en Europe. Ça, c'est la description que j'ai trouvée sur LinkedIn. Alors, ma première question, ça serait de te demander pourquoi ce choix d'être à cheval sur deux pays. Oui, donc bonne question, effectivement. Pourquoi Agritel a choisi l'Ukraine et Kiev pour s'implanter? Je pense qu'il faut revenir un petit peu aux origines et au domaine d'activité d'Agritel, à savoir conseiller les acteurs de la filière agroalimentaire dans leur maîtrise du risque de prix, et on travaille sur les matières premières agricoles. Donc en s'implantant ici en 10 ans, c'était prévoir un petit peu et essayer d'analyser au mieux, d'être au plus près des tendances de production qu'on observe en mer Noire plus généralement au travers l'Ukraine, du fait de leur impact colossal sur les marchés de matières premières agricoles. Et alors, comment travaillez-vous? Quel type d'analyse proposez-vous et à quel type de clients? Donc, à Agritel, on est présent depuis maintenant plus de 10 années en Ukraine. Donc, on a une bonne connaissance, c'est vrai, du marché agricole. On est connu aussi également du marché. On travaille avec, on va dire, de la fourche à la fourchette, avec des producteurs, des associations, avec des traders, de la distribution, des institutions, des banques. Donc, avec un petit peu l'ensemble des acteurs de cette filière, avec soit dans une optique, soit d'informer, soit de former, soit de conseiller sur le marché des matières premières agricoles. Donc nos clients sont essentiellement ukrainiens, avec une grosse partie de producteurs que l'on conseille dans leur stratégie de vente. Tu parles d'impact colossal de l'agriculture ukrainienne, et c'est vrai que l'on connaît le pays comme l'un des principaux exportateurs de produits agricoles au monde. Mais l'année dernière, en 2020, les récoltes ont été décevantes. Alors je me pose la question, est-ce que c'est une vraie superpuissance agricole ou alors plutôt un géant au pied d'argile? L'Ukraine est définitivement une grande puissance agricole. C'est vrai que si on parle maïs, tournesol, les rendements n'ont pas été bons cette année. C'est vrai que c'est arrivé un petit peu comme une surprise à la manière de ce qui s'est passé aux États-Unis. L'Ukraine reste présente et fournit de très nombreuses matières premières agricoles au travers des 5 continents. Ouais, c'est bien de le confirmer. Mais pour compléter sur ces rendements un peu décevants en 2020, comment est-ce qu'a été vécue l'année par les agents du secteur agricole en Ukraine? Est-ce que c'est encore un secteur porteur? Sur le secteur agricole, aujourd'hui, il faut noter le retour à l'achat de la Chine, toute matière confondue. Et c'est vrai que c'est depuis 6 mois, c'est l'élément qui donne l'ensemble du dynamisme au marché agricole. Les prix montent, donc on va dire les grands gagnants de cette montée des prix sont aujourd'hui les agriculteurs. Derrière, on comprend que c'est plus difficile pour la transformation. Par contre, je pense que le maillon faible cette année,
dans la filière grain restent, je pense, les traders, dans la mesure où certains ont eu à subir de nombreux cas de défaut sur des contrats de marchandises, avec donc des sommes de différence égales à la variation des prix. Je vois, et c'est intéressant que tu mentionnes la Chine, encore et toujours elle. Et dis-moi, dans ce monde en mouvement précisément, comment est-ce que tu vois l'évolution du secteur agricole ukrainien dans les années à venir ? Le challenge pour l'avenir et pour la filière en général, c'est clairement maîtriser ses marges. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des matières premières avec une très forte volatilité. Ça peut être du plus 100% en termes d'évolution de prix par exemple, pour du tournesol sur les 6 derniers mois. En fonction de ce profil, il y a des coûts de production à la fois et des prix d'achat ou de vente réellement à fixer et faire attention. Je pense que c'est un des challenges pour les années à venir. Et il y a peut-être aussi un défi sur la nature des exportations. D'après ce que je comprends, l'Ukraine est un exportateur de matières premières et de produits agricoles bruts, alors qu'elle gagnerait en valeur ajoutée si elle investissait sur la transformation des produits, non ? L'Ukraine commence, il y a effectivement des filières où ça se voit. Je pense qu'elles sont multiples, ça peut être de la transformation de l'amidon. Là, on rentre sur des marchés de niche, ça peut être du bio. C'est clair qu'à court terme, même, on en verra l'impact sur les marchés européens, mais on a quand même un bon exemple de transformation, de valorisation de la valeur première agricole via l'industrie du tournesol. Je pense qu'il faut rappeler que l'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol et le premier aussi exportateur mondial de très loin sur la scène internationale. Et puisque l'Ukraine se lance déjà dans la transformation, est-ce qu'il faudrait s'attendre à voir des produits de haute qualité venir concurrencer les offres sur les marchés européens ? Je pense que la demande européenne vis-à-vis de l'Ukraine correspond très bien à ce que l'Ukraine a à offrir, dans la mesure où, avant de parler forcément d'importation de salade ukrainienne, je pense qu'il y a un gros flux d'importation de matières premières agricoles non transformées, que ce soit céréales ou cultures oléagineuses. Mais l'Europe importe énormément de maïs ukrainien, de tourteaux ukrainiens et d'huile de tournesol ukrainienne. Donc il y a déjà un gros flux de demande, sans compter les niches qui sont potentielles, qui sont certaines et dont on verra l'impact à court terme. Et encore un défi, ou peut-être une opportunité, à toi de nous le dire. 2021, c'est l'année de l'ouverture du marché foncier, tant attendu. Certains estiment que cela va entraîner une révolution du secteur agricole en Ukraine. Quelle est ton analyse sur cette question ? Non, pour moi, ça ne va pas révolutionner les pratiques. Peut-être l'environnement. C'est vrai qu'on voit un gros positionnement des agro-holdings, une grosse influence des agro-holdings sur le paysage agricole ukrainien. C'est peut-être à ce moment-là qu'on aura peut-être une réponse un peu plus claire sur l'avenir de ces très grosses structures en Ukraine. Et alors, pour finir et pour replacer ce marché agricole dans le domaine des investissements, est-ce que l'Ukraine reste intéressante pour des investisseurs étrangers ? Il y a parfois des intérêts pour des investissements en Ukraine. Je pense pas forcément aussi important qu'ils pouvaient l'être par le passé. C'est vrai que le contexte reste incertain. Je pense qu'il est intéressant de savoir aussi de quel type d'investisseurs on parle. On a vu des gros investissements, de plusieurs millions ou centaines de millions de la part de fonds, que ce soit américains, que ce soit saoudiens, ou alors si on parle d'investisseurs petits investisseurs privés, c'est vrai que la situation peut être différente entre ces deux types de profils. Une analyse subtile et très détaillée. Merci beaucoup, Olivier Bouillet. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.